La grande histoire de la Seconde Guerre mondiale. Épisode 6. La conquête des Balkans. « 1940 s'achevait depuis quelques heures à peine, mais l'aube de 1941 était saluée par toutes les sirènes britanniques. Le ciel bourdonnait du ronflement des avions de la Luftwaffe d'Adolf Hitler. Volant en formation vers le cœur de Londres, ils allaient lancer la plus violente attaque aérienne que cette guerre ait alors connue, poursuivant la campagne menée par les Allemands pour saper le moral des Britanniques. Les bombes pleuvaient sans discontinuer sur les rues et les immeubles. Les sombres allées et les passages tortueux de Londres se trouvèrent illuminés par un feu si violent qu'il fut surnommé le second incendie de Londres, en référence au grand incendie de 1666. Les pompiers luttaient dans un air saturé de fumée, tentant désespérément d'étouffer l'incendie qui ravageait la ville. Pendant ce temps, en dessous, dans leurs abris et dans les stations de métro, les civils tremblaient de peur, espérant et priant pour survivre une nuit de plus au Blitz. Depuis l'été 1940, le peuple britannique souffrait des terrifiantes attaques aériennes. Le bilan ne cessait de s'alourdir. Il était tragiquement évident qu'un plus grand nombre de civils que de soldats étaient tombés, victimes des ravages de la guerre. Au premier jour de 1941, la poussière retombant tout juste, les familles tentaient de retrouver leur chemin dans les ruines. Il n'était pas surprenant de constater que les Anglais se sentaient plus seuls que jamais dans leur combat contre les forces de l'Axe. L'année précédente, la France était tombée aux mains de l'Allemagne nazie, et une grande partie de l'Europe était désormais occupée par les troupes d'Hitler. Celle de Mussolini continuait de combattre les soldats anglais et ceux du Commonwealth dans le désert africain. Les avions et les sous-marins allemands régnaient sur la Méditerranée et l'océan Atlantique. Cependant, en 1941, les premières fissures allaient apparaître dans les alliances forgées autour d'Hitler. En revanche, les liens entre ceux qui combattaient du côté allié se resserraient. À l'inverse, la défiance faisait son apparition entre ceux qui combattaient aux côtés de l'Allemagne nazie. L'Union soviétique se renforçait, préparant ses armées et sa machine de guerre, modifiant l'équilibre des forces existantes entre Hitler et le leader russe, Joseph Staline. D'imprévisibles événements en découlèrent qui allaient avoir un impact décisif sur le déroulement du conflit. Le conflit continuait, sur terre, dans les airs et sur mer. L'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne se préparait. De l'autre côté de l'Atlantique, le président Roosevelt rejoignait la cause alliée, donnant à l'Angleterre une chance de combattre plus efficacement.
En janvier 1941, la plus grande partie de l'Europe continentale était occupée par les forces de l'Axe. La France était tombée en juin 1940, en dépit de toutes ses tentatives pour repousser l'avance de la Wehrmacht. La Hollande, la Belgique, le Luxembourg avaient subi le même sort. Au nord, le Danemark et la Norvège avaient été envahis dès avril 1940 et la Finlande s'était rendue à l'Union soviétique un mois plus tôt. En Europe de l'Est, la Pologne, le pays pour lequel la France et la Grande-Bretagne étaient entrées en guerre, avait été partagée entre Staline et Hitler. Ses habitants subissaient toute l'horreur de l'occupation nazie et soviétique. Le seul pays libre et surtout capable de combattre l'Axe était la Grande-Bretagne. Des soldats de tout le Commonwealth venaient rejoindre les troupes anglaises. D'Australie à l'Inde, en passant par le Canada, des soldats, des sapeurs, des pilotes et des marins arrivaient pour faire leur devoir en participant au combat. Beaucoup d'hommes avaient également rejoint l'Angleterre, fuyant leur pays occupé par les troupes hitlériennes. Les pilotes polonais jouèrent un grand rôle dans les combats contre la Luftwaffe pendant la bataille d'Angleterre de l'été 40. Les décrypteurs polonais avaient de plus apporté des informations inestimables permettant de casser les codes Enigma à Bletchley Park. Ailleurs, ceux qui vivaient en territoire occupé formaient des groupes de résistance, sabotant les communications de l'ennemi et rassemblant leurs sympathisants pour continuer à combattre dans de nombreuses poches de résistance dans toute l'Europe. Les soutiens arrivaient de toutes parts. Mais le Premier ministre britannique, Winston Churchill, était inquiet de voir ses ressources s'épuiser et ses approvisionnements baisser. La bataille d'Angleterre avait coûté cher. Beaucoup d'avions avaient été perdus au combat et de nombreuses bases aériennes et usines avaient été endommagées par les attaques. Il y avait déjà eu auparavant de lourdes pertes en hommes et en matériel au printemps 1940, pendant les opérations menées pour secourir la force expéditionnaire britannique et les autres troupes alliées sur les plages de Dunkerque. L'évacuation de Dunkerque, en dépit d'avoir été une retraite, avait été célébrée avec enthousiasme par les Alliés comme s'il s'agissait d'une victoire. Hitler avait gagné, mais le moral des Alliés avait été regonflé. Si beaucoup de soldats avaient été ramenés à l'abri sur le sol britannique, des blindés et de nombreuses et précieuses armes avaient été abandonnés sur les plages de France. L'effort de guerre avait atteint son pic et les ouvriers travaillaient à plein temps pour atteindre l'objectif très élevé de production de matériel militaire exigé par les opérations. C'était un point clé pour conserver un quelconque espoir contre l'Allemagne, et Winston Churchill porta tous ses espoirs dans l'aide venue d'Amérique. Le Premier ministre avait tissé des liens depuis fort longtemps avec le président américain. Franklin Roosevelt fit alors un geste symbolique pour aider la cause alliée en septembre 1940. En échange de territoires dans les colonies anglaises pour établir des bases navales et terrestres, 50 destroyers US furent transférés à la Royal Navy. En dépit du statut de neutralité des États-Unis, Churchill vit dans cette décision un geste de non-neutralité affirmé. Aux États-Unis, cependant, l'opinion publique ne suivait pas son président sans émettre quelques réserves, car la population hésitait à s'engager dans une direction qui pourrait entraîner des fils, des frères et des maris à devoir un jour partir se battre en Europe. Nombreux étaient ceux qui étaient encore hantés par la Première Guerre mondiale,
au cours de laquelle des centaines de milliers d'Américains avaient été tués sur les champs de bataille de France et d'outre-mer. Lorsque les Anglais entrèrent en guerre contre l'Allemagne en 1914, peu d'Américains étaient désireux de les rejoindre dans ce conflit. Il fallut que la menace des attaques navales allemandes commence à peser sur les navires américains, ainsi que le torpillage tragique du Lusitania en 1915, pour que l'opinion publique penche en faveur d'une intervention. Plus de 20 ans après, Adolf Hitler était bien conscient du danger d'entraîner les États-Unis dans la guerre et évitait de commettre les mêmes erreurs que ses prédécesseurs. Il était très prudent afin de ne pas provoquer cette nation encore neutre. La moitié de la population américaine était déterminée à rester en dehors du conflit européen. Mais la conscription en temps de paix, qui transformait beaucoup d'hommes en militaires, commençait à faire craindre que les Boys soient rapidement envoyés en Europe. Le président Roosevelt rassura vite les Américains. Les peuples européens qui se défendent ne nous ont pas demandé de combattre à leur place. Ils nous demandent juste les moyens de combattre. Il tira la sonnette d'alarme. Car si l'Angleterre devait tomber, les puissances de l'Axe, dont l'objectif était de dominer le monde, contrôleraient l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Australie et les océans, laissant l'Amérique seule en ligne de mire. Le président Roosevelt se sentait très concerné par la guerre qui faisait rage loin des côtes américaines. Le 6 janvier 1941, il fit un discours devant le Congrès qui est entré dans l'histoire comme le discours des 4 libertés. Voici ses propres paroles. « Nous appelons de nos vœux un monde fondé sur 4 libertés essentielles. La liberté d'expression partout dans le monde. La liberté pour chaque personne de pouvoir honorer Dieu selon ses propres rites. La liberté d'être à l'abri du besoin. La liberté de ne pas avoir peur. C'est une base pour un monde acceptable à notre époque et pour notre génération. Ce monde est la parfaite antithèse de celui fondé sur la tyrannie que les dictateurs cherchent à imposer à coups de bombe. Ce discours eut un impact profond sur les Américains et fut immortalisé par des affiches et plus tard des monuments. Il permit aussi de justifier l'augmentation des productions de matériel militaire. Mais si beaucoup d'Américains étaient conscients de la possibilité d'entrer en guerre, pour les Anglais qui combattaient seuls Hitler et Mussolini, ce n'était que des mots. Les bombes continuaient à pleuvoir sur les cités et les ports anglais. Les troupes étaient à nouveau déployées en Afrique. Le Premier ministre plaida à nouveau sa cause auprès du président américain. « Donnez-nous les outils et nous finirons le boulot ». Churchill savait bien que les Alliés avaient besoin de bien plus que des discours, aussi inspirés soient-ils, pour empêcher que le territoire britannique tombe entre les mains de l'Axe. Le Royaume-Uni en était au stade où il était incapable de payer ses armes. De peur que les Anglais ne se rendent à Hitler, Roosevelt demanda au Congrès une loi qui ne limiterait ni le montant ni la forme de l'aide qui pouvait être fournie. L'accord prêt-bail autoriserait Roosevelt à vendre, transférer les titres de propriété, échanger, prêter ou louer n'importe quel matériel militaire à n'importe quel pays dont la défense était déclarée vitale pour la sécurité des États-Unis. En dépit des espoirs de Roosevelt d'une signature rapide pour aider la Grande-Bretagne, il existait une forte opposition des isolationnistes.
À Chicago, une organisation nommée America First devenait de plus en plus populaire. Son porte-parole le plus célèbre, l'aviateur Charles Lindbergh, était déterminé à maintenir le pays en dehors du conflit. De nombreuses personnalités avaient rejoint ce courant de pensée, dont Walt Disney, le producteur mondialement connu, l'actrice Lillian Gish, ainsi qu'Alice Roosevelt Longworth, la fille aînée de Theodore Roosevelt, président des États-Unis de 1901 à 1909. Des hommes politiques supportaient également cette organisation. Le sénateur Burton Wheeler fit tout ce qu'il put pour déstabiliser le président en faisant circuler des rumeurs sur le souhait qu'aurait celui-ci de renforcer la marine afin d'entrer en guerre. Une grande partie de la population redoutait de prendre part à une nouvelle guerre. Ces accusations menaçaient de mettre en péril l'accord pré-bail, entraînant de nouveaux délais pour l'envoi de l'aide à l'Angleterre. Roosevelt était furieux. L'Axe renforçait sa mainmise sur l'Europe. Il craignait qu'Hitler ne lance ses opérations de débarquement en Angleterre très rapidement. De l'autre côté de l'Atlantique, Adolf Hitler avait d'autres soucis. Il prévoyait d'expédier ses troupes d'assaut dans une direction que Roosevelt n'avait pas prévue. En août 1939, le ministre des Affaires étrangères allemand, Ribbentrop, avait signé un pacte de non-agression avec son homologue soviétique Molotov. Hitler surveillait attentivement le territoire soviétique et attendait l'opportunité d'écraser Staline et l'armée rouge. Ce projet n'était pas seulement motivé par le désir de conquérir plus de territoire pour le Troisième Reich, mais aussi pour satisfaire une haine personnelle du dictateur nazi contre le communisme. Et en dépit de l'énormité de la tâche qui l'attendait, Hitler était persuadé de pouvoir porter la guerre non seulement à l'ouest, mais aussi à l'est. Les Allemands observaient les activités des Russes avec attention. Ils avaient noté la faiblesse de l'armée soviétique, comparée à l'efficacité de leur armée qui avait déferlé sur l'Europe de l'Ouest si facilement. Pendant l'hiver 1939-1940, d'importantes forces russes avaient été chassées par des Finlandais bien inférieurs en nombre. Cette campagne désastreuse avait convaincu Hitler qu'il suffisait de donner un grand coup de pied dans la porte et que toute la structure pourrie s'écroulerait. Le 18 décembre 1940, le Führer avait diffusé ses premières directives concernant l'opération Barbarossa, démontrant son intention d'envahir l'Union soviétique dès le printemps 1941. Pour préparer ce plan ambitieux, il s'attachait à sécuriser les Balkans sur le flanc sud de la Russie. La Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie avaient été incitées à faire allégeance à l'Axe 2 mois après que le Japon et l'Italie aient signé le pacte tripartite en septembre 1940. La Roumanie, en particulier, jouait un rôle vital dans les plans d'Hitler. Historiquement, la Roumanie était l'alliée de l'Angleterre. Elle avait combattu du côté de l'entente contre l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Le traité que la Roumanie avait signé avec les Alliés en 1916 avait été célébré, mais malheureusement, les choses ne s'étaient pas passées comme prévu pour cet État des Balkans. Bien que l'armée roumaine à cette époque fût relativement importante, forte d'un demi-million de soldats, ils étaient mal entraînés et commandés par des officiers inexpérimentés. En mai 1918, 250 000 soldats avaient été tués ou faits prisonniers, et la Roumanie fut forcée de signer le traité de Bucarest avec les puissances d'Europe centrale. Le million de tonnes de blé, ainsi que le pétrole que le pays fut forcé de fournir, permit à l'Allemagne de continuer à combattre jusqu'à la fin de 1918.
C'est surtout le pétrole roumain qui intéressait Hitler, tout autant que l'intérêt stratégique du pays placé le long de la frontière sud de l'Union soviétique. Hitler était confiant en la soumission des Roumains à l'Axe. En septembre 1940, le roi de Roumanie, Charles II, avait été chassé par le régime pro-allemand et anti-bolchevique du Premier ministre Ion Antonescu, qui s'était empressé de signer le pacte tripartite le 23 novembre. Les troupes allemandes envahirent sans tarder la zone et le pays devint une base importante pour Hitler. Le dictateur roumain devenait l'un de ses alliés les plus fidèles. Les Allemands, tranquillement et méticuleusement, renforçaient leur contrôle sur les Balkans. Le ministre des Affaires étrangères russe, Molotov, était troublé par les réticences qu'avait l'Allemagne à respecter le traité signé en 1939. La Russie avait exporté du pétrole, des céréales et des matières premières vers l'Allemagne, comme prévu, mais l'Allemagne n'avait envoyé du matériel et des armes modernes vers Moscou qu'au compte-gouttes. L'hostilité grandissait. Molotov se posait beaucoup de questions. Hitler parvint à masquer ses projets en persuadant les Russes que les troupes allemandes qui arrivaient en Roumanie n'étaient là que pour être hors de portée de l'aviation britannique. Détourner l'attention des Soviétiques devint rapidement la dernière des préoccupations d'Hitler. En effet, les activités de son allié italien, Benito Mussolini, menaçaient de saper ses plans d'offensive de printemps et risquaient de l'obliger à retarder l'offensive de plusieurs mois. Mussolini était devenu très jaloux des succès de son partenaire, dont les troupes occupaient l'Europe, de la Pologne à la Norvège. Lorsqu'il apprit que les Allemands occupaient en plus les champs pétrolifères de Roumanie, il devint furieux. Pour Mussolini, c'était un ancrage en Europe du Sud-Est, une zone que l'Italie réclamait comme relevant de sa sphère d'influence exclusive. Il était très désireux de connaître enfin le plaisir d'étendre le territoire italien, tout comme les Allemands l'avaient fait. Et si Hitler devait posséder des territoires de l'Atlantique à l'Oural, lui devait dominer la Méditerranée et tous les territoires qui l'entouraient. Contre l'avis même de ses chefs d'état-major et sans en informer l'Allemagne, car il savait qu'Hitler y était opposé, le 28 octobre 1940, Mussolini envahit la Grèce et le sud de la péninsule des Balkans fut plongé dans le chaos. La zone d'attente paisible des troupes hitlériennes devenait une zone de bataille. Envahir le berceau de la démocratie n'était pas une mission aussi facile que Mussolini l'escomptait. Les Grecs se battaient avec beaucoup de courage, si bien qu'à la 3e semaine de novembre, il ne restait plus un seul soldat italien sur le sol grec. Les troupes grecques avancèrent jusqu'à l'Albanie occupée, et le rêve d'une victoire pour l'Empire italien se transforma en humiliation pour le Duce. En janvier 1941, les belligérants étaient dans l'impasse. L'esprit combatif des soldats grecs suscitait l'admiration, et Hitler s'inquiétait que les Alliés ne leur viennent en aide et pénètrent dans les Balkans. Une telle intervention serait désastreuse pour les préparatifs de l'invasion de l'Union soviétique. Hitler savait qu'il allait devoir rapidement intervenir dans le conflit avec la Grèce. Les sujets de préoccupation ne manquaient pas. Les troupes de Mussolini étaient non seulement menacées dans les Balkans, mais aussi en Afrique. Quand l'Italie avait déclaré la guerre le 10 juin 1940 contre la France et la Grande-Bretagne, les positions britanniques en Afrique du Nord paraissaient très menacées. Le général anglais Percival Wavell commandait 40 000 hommes issus des Dominions qui étaient menacés par 200 000 soldats italiens en Libye et 250 000 au sud de l'Éthiopie et de la Somalie. Les forces de l'Axe espéraient qu'une campagne en Afrique du Nord couronnée de succès leur permettrait de frapper ensuite les champs de pétrole du Moyen-Orient, coupant ainsi les approvisionnements des Alliés en pétrole au bénéfice de leur propre industrie militaire.
En dépit des combats dans le ciel de l'Angleterre, Churchill avait courageusement envoyé ses troupes pour défendre l'Égypte. Le 9 décembre, 30 000 soldats sous le commandement du général Richard O'Connor furent envoyés pour reprendre Sidi Barrani, à 100 km à l'intérieur du territoire égyptien. Le 15 décembre 1940, les troupes italiennes avaient été totalement repoussées hors du pays et début 1941, O'Connor transforma ce raid à grande échelle en invasion de la Libye. Les Alliés espéraient que la prise de contrôle de l'Afrique du Nord serait un pas de plus pour la création d'un second front contre les puissances de l'Axe en Europe, mais Hitler et ses généraux portèrent leur attention sur la mer Méditerranée. Les opérations en Afrique du Nord dépendaient des approvisionnements qui se faisaient par mer. Si les forces de l'Axe parvenaient à bloquer les routes maritimes, les conséquences seraient désastreuses. Elles contrôlaient déjà la plupart des ports de l'Afrique du Nord. Après la chute de la France, elles avaient mis la main sur les ports du Maroc, sur Oran en Algérie, Tunis en Tunisie. Les Italiens avaient également le contrôle de Tripoli et de Benghazi en Libye. Tout ce qu'il restait aux Alliés, c'était le canal de Suez en Égypte et les terres précieuses de Gibraltar et de Malte, d'une importance vitale pour permettre le succès des Alliés. Les forces de l'Axe étaient bien conscientes de cette importance stratégique, mais Hitler rencontrait de nouvelles difficultés pour soustraire ces îles à la mainmise alliée. Il avait demandé au dictateur espagnol Franco de lui permettre d'utiliser son territoire pour lancer ses attaques, mais tant que Franco restait réticent à choisir son camp, pour l'instant Gibraltar restait une possession anglaise. Malte était encore plus cruciale pour la campagne en Afrique du Nord. Non seulement elle servait d'escale aux convois alliés partis d'Angleterre, mais en plus, la position de l'île, juste entre la Sicile et l'Afrique du Nord, était parfaite pour lancer des attaques contre les convois de l'Axe à destination de l'Afrique. Selon Churchill, Malte était un porte-avions insubmersible. Les U-boats allemands harcelaient les navires britanniques pendant leur traversée de l'océan Atlantique, alors qu'en Méditerranée, les rôles étaient inversés, car les navires alliés et les avions basés à Malte étaient capables de bombarder les convois italiens qui ravitaillaient les armées d'Afrique du Nord. Les forces de l'Axe étaient conscientes que la capture de Malte pouvait influer sur le déroulement de la campagne en Afrique du Nord. Les bombardements réguliers de l'île, ainsi que les sous-marins en meute grouillant autour d'elle, firent des convois vers l'île de véritables missions suicides. De puissantes escortes navales et même des sous-marins furent envoyés pour accompagner les navires chargés de marchandises indispensables pour Malte. C'était un défi permanent de garantir l'approvisionnement de l'île. Lorsque Mussolini demanda l'aide de l'Allemagne pour la faire tomber, les choses ne pouvaient qu'empirer pour les civils et les militaires vivant à Malte. En janvier 1941, l'air marshal Göring ordonna à la crème des unités de la Luftwaffe de quitter la Norvège pour la Sicile. Des milliers d'aviateurs et des douzaines d'avions arrivèrent. Le 8 janvier, 96 bombardiers étaient sur l'île, à très courte distance de Malte, et des centaines d'autres étaient sur le point d'arriver. Parmi les pilotes allemands qui arrivèrent en Sicile se trouvait Joachim Münchberg, un jeune as de la chasse de 21 ans, qui venait de recevoir la plus haute distinction pour sa bravoure, la Croix de Fer. Des pilotes de la Luftwaffe de ce gabarit se rassemblant en Sicile augmentaient sérieusement les risques pour les convois vers Malte. Au début de janvier, un convoi allié chargé de marchandises et de munitions faisait route vers Malte et la Grèce depuis Gibraltar. À ses côtés naviguait une importante force navale constituée de destroyers et du porte-avions Illustrious, une cible de choix pour l'Axe.
L'Illustrious était le seul porte-avions de la Royal Navy en Méditerranée. Il avait déjà causé d'importants dommages à la flotte italienne lors de la dévastatrice attaque du port de Tarente en novembre 1940. Il n'était donc pas surprenant que les Italiens et les Allemands cherchent à l'écarter du conflit. Au début de l'après-midi du 10 janvier, la Luftwaffe fit son entrée en scène en Méditerranée. 43 Stuka attaquèrent le convoi, plongeant en vagues synchronisées depuis différentes altitudes pour tromper la DCA des navires. Très habiles, les pilotes de la Luftwaffe lancèrent leurs attaques sans se soucier de leur propre sécurité. Les bombes de 500 kg anti-blindage filèrent droit sur les navires et eurent un effet dévastateur. L'Illustrious reçut 7 impacts directs, et les appareils Fulmar et Swordfish, qui étaient sur le pont et qui auraient pu faire la différence, furent détruits. Malte était alors virtuellement seule et subissait des bombardements pires que ceux subis par n'importe quel autre pays de toute la guerre. Plus de bombes allaient tomber sur cette petite île que sur Londres durant tout le Blitz. Les forces de l'Axe pouvaient célébrer la mise hors de combat de l'Illustrious, mais en Afrique, il y avait moins de raisons de sabler le champagne. O'Connor avançait de plus en plus profondément en territoire ennemi, se dirigeant vers le port de Tobrouk. Les Italiens étaient doucement en train de perdre pied. En Afrique de l'Est, les Anglais effectuaient une contre-offensive contre les Italiens en Érythrée et au Soudan. Les rêves d'empire de Mussolini s'évanouissaient. Le 18 janvier, il alla, le visage sombre, rencontrer Hitler dans sa résidence du Berghof. Dans le magnifique décor des Alpes bavaroises, les deux dictateurs avaient beaucoup de sujets à aborder. Mussolini était visiblement inquiet de la situation qui se détériorait en Afrique. Adolf Hitler fut catégorique, les Italiens devaient continuer à se battre et tenir leur territoire. Par-dessus tout, le Führer redoutait que si les Alliés battaient les armées italiennes en Afrique, les troupes britanniques soient alors libres d'intervenir ailleurs, donc en Grèce, dangereusement proche des précieux champs de pétrole roumains. Tripoli ne devait pas tomber, dit-il à Mussolini. Il enverrait des renforts depuis l'Allemagne aussitôt que possible pour les aider à défendre la Libye contre les troupes de O'Connor. Alors même que les leaders de l'Axe discutaient de leur stratégie militaire, les troupes britanniques se rassemblaient autour de Tobrouk. Au matin du 21 janvier, profitant de l'obscurité, un violent assaut fut lancé. Et rapidement, les bataillons de O'Connor enfonçaient les lignes de défense. Avec force grenades, tanks et artillerie, les troupes britanniques repoussèrent les unités italiennes qui défendaient la ville. En moins de 24 heures, la ville avait été prise. En dépit de l'ordre insistant de Mussolini, annonçant que la reddition n'était pas une option possible, les troupes italiennes n'avaient plus d'autre choix que de déposer les armes. La campagne dans le désert occidental continuait et il semblait que rien ne pourrait stopper l'avance de O'Connor. Le 30 janvier, les Alliés s'emparaient de Derna, à 160 km à l'ouest de Tobrouk. Puis, le 7 février, la 10e armée italienne en retraite fut coupée en deux et écrasée lors de la bataille de Bedafom. La deuxième plus grande ville de Libye, Benghazi, tombait aux mains alliées et les Anglais capturèrent 130 000 Italiens. La 10e armée de Mussolini cessait d'exister. La route vers Tripoli était ouverte et la fin de la domination des Italiens en Afrique du Nord était proche. Le 9 février, les troupes italiennes restantes reculèrent vers El Agheila. Le général Graziani envoya un message à Rome évoquant son épuisement nerveux et demandant à Mussolini de le relever de son commandement. 2 jours plus tard, il partait pour l'Italie,
alors que les Alliés célébraient leur victoire. Louant les exploits accomplis dans le désert occidental, le secrétaire d'État Anthony Eden, paraphrasant les mots que Churchill avait employés après la bataille d'Angleterre, déclara « Jamais un si grand nombre de soldats ne fut encerclé par si peu ». En 2 mois, O'Connor, qui allait être anobli pour ses exploits, avait conduit ses troupes sur plus de 1200 km, détruisant une armée italienne de 10 divisions et ne perdant que 500 hommes. La campagne dans le désert occidental avait été un grand succès, mais en Angleterre, la situation politique était délicate. Churchill devait à nouveau faire face à un cruel dilemme. La guerre entre Mussolini et la Grèce continuait. Or, l'Angleterre avait signé un accord avec la Grèce en avril 1939. Les Grecs luttaient toujours contre les troupes italiennes. Il était devenu inacceptable de ne pas aider un allié menacé. L'absence de réaction pouvait discréditer les Britanniques, qui dépendaient également du soutien étranger. Churchill estima qu'un effort symbolique devait être au moins tenté. Il s'arrangea avec Wavell, le commandant des troupes britanniques au Moyen-Orient, pour déplacer une partie non négligeable du 13e corps de O'Connor de la Libye à la Grèce. Wavell était hésitant en raison des opérations en cours, mais la plus grande partie des troupes de Graziani avait été capturée. Il estima qu'il était alors possible de transférer ses hommes. Cette décision allait pourtant avoir des conséquences graves pour ceux qui avaient été laissés sur place pour poursuivre le combat. Adolf Hitler avait suivi avec la plus grande attention chaque mouvement des Alliés. Les troupes de O'Connor étaient considérablement affaiblies. Il vit l'opportunité de frapper. Le 12 février, l'Afrika Korps, récemment formé, composé de troupes fraîches et aguerries, fonça dans le désert pour empêcher un effondrement total des forces italiennes. L'Afrika Korps était mieux équipé que l'armée de Mussolini et, plus important encore, il avait à sa tête l'un des plus grands généraux allemands, Erwin Rommel. Rommel était un officier déjà médaillé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait affronté les forces alliées en 1940 et il eut un rôle déterminant dans le succès des opérations allemandes dans le nord de la France. Pendant la bataille, ces panzers pénétrèrent en France si rapidement que même le haut commandement allemand ne savait pas où il se trouvait. C'est la raison pour laquelle cette division fut un temps surnommée la division fantôme. Rommel s'était déjà beaucoup illustré tout au long de cette bataille, jusqu'aux abords de la plage de Dunkerque. Il n'est donc pas étonnant que l'arrivée de Rommel en Afrique du Nord causa de l'inquiétude aux Alliés. Les troupes allemandes progressaient vers les positions avancées anglaises de El Agheila depuis leur base de Tripoli. O'Connor allait être victime d'un terrible retournement de situation. Rommel s'avéra si habile lors des combats en Afrique qu'il y gagnera son surnom de renard du désert. Le 20 février, les troupes allemandes et britanniques s'affrontèrent pour la première fois en Afrique. Les Alliés furent forcés de battre en retraite et de se diriger vers l'Égypte. Dans les Balkans, Hitler protégeait les champs de pétrole roumains. En raison de l'arrivée des premières troupes anglaises en Grèce, c'était devenu urgent. Son objectif était d'assurer à l'Axe le contrôle total de l'Europe du Sud-Est, et il commença à mettre la pression sur les pays pour qu'ils signent le pacte tripartite. Toute nation qui ne se soumettrait pas devrait faire face aux armées du Troisième Reich. Le gouvernement grec, tout comme le roi de Grèce, qui avait rejeté l'offre d'immunité allemande, était alors en danger. Ils allaient devoir entrer dans une guerre difficile à gagner. Lorsque la Bulgarie accepta de faire partie de l'Axe le 1er mars,
Dans la journée même, les unités allemandes traversaient le Danube afin que les forces aériennes et terrestres puissent se déployer dans la campagne bulgare, prêtes à attaquer la Grèce voisine. Mais la Grèce n'était pas le seul pays des Balkans à vouloir préserver son territoire. Le royaume de Yougoslavie, qui s'étendait des Balkans à l'Europe centrale, était jusqu'alors indécis quant à son allégeance. Le régent, le prince Paul de Yougoslavie, avait hésité à suivre les exemples roumains et bulgares et à rejoindre le pacte tripartite. Il fut sommé par l'Angleterre et les États-Unis de résister à la pression allemande et d'attaquer les Italiens en Albanie. À la suite de la Première Guerre mondiale et du traité de Versailles, la Yougoslavie était devenue une amie de la France. C'était une pièce importante de l'échiquier dans le maintien de la paix dans les Balkans. Après la chute de la France en 1940, la Yougoslavie se retrouvait seule, entourée de pays faisant partie des puissances de l'Axe. Le 4 mars 1941, le prince Paul de Yougoslavie rencontra Hitler et annonça qu'il allait signer le pacte à la condition que son pays n'ait pas à combattre pour l'Axe et que les troupes allemandes ne transitent pas par la Yougoslavie. Les négociations allaient durer des semaines et le futur de la Yougoslavie s'annonçait incertain. Les forces de l'Axe étendaient leur hégémonie en Europe et au-delà. Adolf Hitler, tout en maintenant la pression sur les États balkaniques, maintenait le contact avec ses alliés japonais. Le 5 mars, Hitler publia sa directive 24, coopération avec le Japon, espérant persuader ce pays d'entrer en action en Extrême-Orient aussi tôt que possible afin d'occuper les armées britanniques. Le Japon était alors engagé dans un conflit long et brutal avec la Chine et avait déjà utilisé la faiblesse des positions des empires occidentaux à son avantage. En 1940, Tokyo exigea que l'Indochine française ferme les quelques routes utilisées pour acheminer de l'aide à la Chine. La même année, ils avaient aussi demandé au gouvernement britannique de fermer la route de Birmanie qui allait du territoire tenu par les Anglais jusqu'à la cité de Kunming. Il y eut bien des invectives à la Chambre des communes lorsque le Premier ministre Winston Churchill accéda à la demande des Japonais. Mais la Grande-Bretagne était dans une position si vulnérable que Churchill ne pouvait pas prendre une autre décision. La plupart des colonies les plus importantes de l'Angleterre étaient en Extrême-Orient, dont Hong Kong et surtout Singapour, qui était considéré comme le Gibraltar de l'Est. Il y avait aussi la Malaisie péninsulaire au nord de Singapour, qui était une source essentielle de caoutchouc, et bien sûr la Birmanie, avec le port indispensable de Rangoon. Maintenant, les Japonais étaient prêts à s'aventurer un peu au-delà de la Chine, et s'ils pouvaient s'emparer des avant-postes du puissant empire britannique, non seulement ils auraient accès directement aux ressources naturelles, mais cela signifierait aussi que les approvisionnements des troupes britanniques déjà limités allaient finir par s'épuiser. Pour Winston Churchill, la menace sur l'Empire était très inquiétante. Mais des dangers encore plus proches menaçaient. La Luftwaffe continuait à bombarder les îles britanniques, et Churchill réalisait que combattre Hitler et les puissances de l'Axe serait long et périlleux. L'Angleterre était désormais l'objet d'attaques régulières depuis septembre 1940, et il y avait peu d'espoir que la Luftwaffe ne cesse ses bombardements. En janvier et février, il y eut d'intenses raids sur tout le pays. Hitler cherchait par tous les moyens à saper le moral de la population britannique.
Mais il fallait plus que le Blitz pour battre l'Angleterre. Et en dépit des bombes qui pleuvaient, la nation britannique restait résolue. La famille royale se donna en exemple quand, en dépit des dangers, elle refusa de quitter Londres. Même lorsque Buckingham Palace fut touché début mars sur le côté nord du bâtiment, elle resta dans la ville et continua à rallier les soutiens contre l'Allemagne. Les forces allemandes étaient engagées sur terre, dans les airs et sur mer, mais de plus en plus de soldats britanniques quittaient le pays pour être déployés autour du globe. Le gouvernement britannique faisait le maximum pour garder l'ennemi à distance, et des mesures extrêmes durent être prises. Le ministre du Travail et du Service national, Ernest Bevin, prit la décision radicale d'appeler les femmes anglaises à participer à l'effort de guerre. Les femmes adultes commencèrent à faire partie de la main-d'œuvre à partir de mars 1941. L'Angleterre se transformait par la mise en œuvre d'une économie de guerre totale. En décembre, Bevin fit un pas de plus et ordonna la conscription des femmes. Dans un premier temps, toute Anglaise célibataire âgée de 20 à 30 ans était appelée. Au milieu de l'année 1943, presque 90% des célibataires et 80% des Anglaises mariées travaillaient en usine, dans les champs ou dans les forces armées. Dans les années 30, la place des femmes était à la maison et le rôle de l'homme était d'aller travailler. Avec la guerre, les rôles sociaux traditionnels devaient changer. Bien que de nombreuses femmes aient travaillé bien avant la guerre, en 1941, des mères de famille, tout autant que des femmes célibataires, avaient été appelées à occuper ce qui était considéré comme des métiers d'hommes. Leur immense contribution à l'effort de guerre allait jouer un rôle fondamental dans le succès de la Grande-Bretagne face aux forces de l'Axe. Le printemps 1941 approchait et les bombardiers de la Luftwaffe appliquèrent une nouvelle tactique. Plutôt que de viser les villes au cœur du territoire, ils se concentrèrent, suivant les ordres d'Hitler, sur les ports le long de la côte britannique. Ce changement était la conséquence de la baisse d'efficacité de la marine allemande dans la bataille de l'Atlantique. Les pertes de U-boats augmentaient, en partie à cause des destroyers supplémentaires que Roosevelt avait fournis en 1940. Karl Dönitz, le commandant de la marine allemande, se tourna vers la Luftwaffe pour l'aider et demanda à Hitler de changer sa stratégie et que les raids soient dirigés contre les ports comme Plymouth, Bristol, Swansea et Belfast. Les populations civiles victimes du Blitz ne cessaient de croître. Le 11 mars 1941, Churchill put enfin donner l'information qu'il attendait avec impatience. Après des mois de débats et de négociations, le président Roosevelt avait finalement gagné face au Congrès et avait signé l'accord pré-bail. Cela signifiait que d'importantes quantités de matériel militaire américain allaient bientôt arriver en Europe et que ceux qui combattaient l'Allemagne avaient désormais un solide espoir de gagner la guerre. Hitler comprenait que la neutralité des USA n'allait plus durer bien longtemps, bien que ceci n'ait toujours pas fait de déclaration de guerre. En revanche, il disposait désormais d'alliés puissants
et son accord avec les Japonais allait se montrer d'une grande utilité. Des espions surveillaient déjà la base navale de Pearl Harbor et à la fin de 1941, les relations se détériorant entre Washington et Tokyo, les Japonais lançaient une attaque surprise sur Pearl Harbor et d'autres bases américaines dans le Pacifique. Mais en mars 1941, Hitler n'avait pas de temps à consacrer à la menace américaine. Des affaires plus urgentes l'attendaient dans les Balkans. Ses forces mécanisées envahissaient la Bulgarie en préparation de l'attaque contre la Grèce. Et Hitler attendait toujours que la Yougoslavie confirme qu'elle se rangerait du côté du Troisième Reich. L'allégeance de ce pays était cruciale pour assurer le succès des Allemands dans les Balkans. Car l'attaque de la Grèce par sa frontière avec la Bulgarie, longue de 45 km, allait être une mission délicate. D'un autre côté, s'ils étaient capables d'attaquer par la vallée de la rivière Vardar en Yougoslavie, ils auraient une chance de plus de vaincre la résistance grecque. Le 25 mars, le prince régent Paul signa le pacte tripartite. Mais de nombreux Yougoslaves, y compris parmi les membres du gouvernement et de l'armée, étaient de fervents anti-nazis, et la nation était loin de le suivre. Le 27 mars, un coup d'État balaya le gouvernement pro-Axe, et le prince Paul fut remplacé par le roi Pierre II, petit-fils du couple royal britannique. C'était un acte superbe, mais qui entraîna le royaume de Yougoslavie vers un destin terrible. Hitler, à peine capable de croire la nouvelle, annonça furieux que la Yougoslavie serait anéantie pour avoir renoncé à une politique de compréhension envers l'Axe. Hitler avait désormais pris la décision d'entamer la guerre non seulement en Grèce, mais aussi en Yougoslavie. Des réfugiés venant de Belgique, de Hollande, de Pologne et de Tchécoslovaquie, qui avaient fui leur pays lorsque l'Allemagne avait envahi l'Europe, s'étaient réfugiés à l'intérieur des frontières de la Yougoslavie. À l'aube du 6 avril, le royaume de Yougoslavie vit son pire cauchemar se concrétiser lorsque les avions de la Luftwaffe commencèrent à bombarder la capitale, Belgrade. Des milliers de gens moururent au cours de ce qu'Hitler avait baptisé l'opération Punition. Pendant ce temps, au sud, l'armée allemande traversait la frontière avec la Grèce, pays qui allait être battu en quelques semaines. Les Balkans étaient plongés dans le chaos. Loin de là, au nord, le dictateur soviétique Joseph Staline gardait un œil sur ces événements. Il avait déjà été averti par des diplomates étrangers qu'Hitler préparait une invasion de la Russie, mais il ne pouvait croire que l'Allemagne allait déclencher un conflit contre l'immense armée rouge, alors que d'autres combats se déroulaient ailleurs. Et pourtant, au début de l'été 1941, les troupes d'Hitler entamaient une guerre contre les soviétiques. La Seconde Guerre mondiale allait prendre une nouvelle tournure et l'Union soviétique rejoindre les Alliés. Pour Hitler, le retard occasionné par le conflit contre la Grèce et la Yougoslavie aurait des conséquences directes sur l'opération Barbarossa. Lorsque les vents glacés de l'hiver russe commenceraient à souffler, les espoirs de victoire tourneraient enfin en faveur des Alliés. Épisode 7. La ruée vers l'Est.
nombreuses femmes aient travaillé bien avant la guerre, en 1941, des mères de famille, tout autant que des femmes célibataires, avaient été appelées à occuper ce qui était considéré comme des métiers d'hommes. Leur immense contribution à l'effort de guerre allait jouer un rôle fondamental dans le succès de la Grande-Bretagne face aux forces de l'Axe. Le printemps 1941 approchait et les bombardiers de la Luftwaffe appliquèrent une nouvelle tactique. Plutôt que de viser les villes au cœur du territoire, ils se concentrèrent, suivant les ordres d'Hitler, sur les ports le long de la côte britannique. Ce changement était la conséquence de la baisse d'efficacité de la marine allemande dans la bataille de l'Atlantique. Les pertes de U-boats augmentaient, en partie à cause des destroyers supplémentaires que Roosevelt avait fournis en 1940. Karl Dönitz, le commandant de la marine allemande, se tourna vers la Luftwaffe pour l'aider et demanda à Hitler de changer sa stratégie et que les raids soient dirigés contre les ports comme Plymouth, Bristol, Swansea et Belfast. Les populations civiles victimes du Blitz ne cessaient de croître. Le 11 mars 1941, Churchill put enfin donner l'information qu'il attendait avec impatience. Après des mois de débats et de négociations, le président Roosevelt avait finalement gagné face au Congrès et avait signé l'accord pré-bail. Cela signifiait que d'importantes quantités de matériel militaire américain allaient bientôt arriver en Europe et que ceux qui combattaient l'Allemagne avaient désormais un solide espoir de gagner la guerre. Hitler comprenait que la neutralité des USA n'allait plus durer bien longtemps, bien que ceci n'ait toujours pas fait de déclaration de guerre. En revanche, il disposait désormais d'alliés puissants, et son accord avec les Japonais allait se montrer d'une grande utilité. Des espions surveillaient déjà la base navale de Pearl Harbor, et à la fin de 1941, les relations se détériorant entre Washington et Tokyo, les Japonais lançaient une attaque surprise sur Pearl Harbor et d'autres bases américaines dans le Pacifique. Était jusqu'alors indécis quant à son allégeance. Le régent, le prince Paul de Yougoslavie, avait hésité à suivre les exemples roumains et bulgares et à rejoindre le pacte tripartite. Il fut sommé par l'Angleterre et les États-Unis de résister à la pression allemande et d'attaquer les Italiens en Albanie. À la suite de la Première Guerre mondiale et du traité de Versailles, la Yougoslavie était devenue une amie de la France. C'était une pièce importante de l'échiquier dans le maintien de la paix dans les Balkans. Après la chute de la France en 1940, la Yougoslavie se retrouvait seule, entourée de pays faisant partie des puissances de l'Axe. Le 4 mars 1941, le prince Paul de Yougoslavie rencontra Hitler et annonça qu'il allait signer le pacte à la condition que son pays n'ait pas à combattre pour l'Axe et que les troupes allemandes ne transitent pas par la Yougoslavie. Les négociations allaient durer des semaines et le futur de la Yougoslavie s'annonçait incertain. Les forces de l'Axe étendaient leur hégémonie en Europe et au-delà. Adolf Hitler, tout en maintenant la pression sur les États balkaniques, maintenait le contact avec ses alliés japonais. Le 5 mars, Hitler publia sa directive 24, coopération avec le Japon, espérant persuader ce pays d'entrer en action en Extrême-Orient aussi tôt que possible afin d'occuper les armées britanniques.
Le Japon était alors engagé dans un conflit long et brutal avec la Chine et avait déjà utilisé la faiblesse des positions des empires occidentaux à son avantage. En 1940, Tokyo exigea que l'Indochine française ferme les quelques routes utilisées pour acheminer de l'aide à la Chine. La même année, ils avaient aussi demandé au gouvernement britannique de fermer la route de Birmanie qui allait du territoire tenu par les Anglais jusqu'à la cité de Kunming. Il y eut bien des invectives à la Chambre des communes lorsque le Premier ministre Winston Churchill accéda à la demande des Japonais. Mais la Grande-Bretagne était dans une position si vulnérable que Churchill ne pouvait pas prendre une autre décision. La plupart des colonies les plus importantes de l'Angleterre étaient en Extrême-Orient, dont Hong Kong et surtout Singapour, qui était considéré comme le Gibraltar de l'Est. Des espions surveillaient déjà la base navale de Pearl Harbor et à la fin de 1941, les relations se détériorant entre Washington et Tokyo, les Japonais lançaient une attaque surprise sur Pearl Harbor et d'autres bases américaines dans le Pacifique. Mais en mars 1941, Hitler n'avait pas de temps à consacrer à la menace américaine. Des affaires plus urgentes l'attendaient dans les Balkans. Ses forces mécanisées envahissaient la Bulgarie en préparation de l'attaque contre la Grèce. Et Hitler attendait toujours que la Yougoslavie confirme qu'elle se rangerait du côté du Troisième Reich. L'allégeance de ce pays était cruciale pour assurer le succès des Allemands dans les Balkans, car l'attaque de la Grèce par sa frontière avec la Bulgarie, longue de 45 km, allait être une mission délicate. D'un autre côté, s'ils étaient capables d'attaquer par la vallée de la rivière Vardar en Yougoslavie, ils auraient une chance de plus de vaincre la résistance grecque. Le 25 mars, le prince régent Paul signa le pacte tripartite. Mais de nombreux Yougoslaves, y compris parmi les membres du gouvernement et de l'armée, étaient de fervents anti-nazis, et la nation était loin de le suivre. Le 27 mars, un coup d'État balaya le gouvernement pro-Axe, et le prince Paul fut remplacé par le roi Pierre II, petit-fils du couple royal britannique. C'était un acte superbe, mais qui entraîna le royaume de Yougoslavie vers un destin terrible. Hitler, à peine capable de croire la nouvelle, annonça furieux que la Yougoslavie serait anéantie pour avoir renoncé à une politique de compréhension envers l'Axe. Hitler avait désormais pris la décision d'entamer la guerre non seulement en Grèce, mais aussi en Yougoslavie. Des réfugiés venant de Belgique, de Hollande, de Pologne et de Tchécoslovaquie, qui avaient fui leur pays lorsque l'Allemagne avait envahi l'Europe, s'étaient réfugiés à l'intérieur des frontières de la Yougoslavie. À l'aube du 6 avril, le royaume de Yougoslavie vit son pire cauchemar se concrétiser lorsque les avions de la Luftwaffe commencèrent à bombarder la capitale, Belgrade. Des milliers de gens moururent au cours de ce qu'Hitler avait baptisé l'opération Punition. Pendant ce temps, au sud, l'armée allemande traversait menacée dans les Balkans, mais aussi en Afrique. Quand l'Italie avait déclaré la guerre le 10 juin 1940 contre la France et la Grande-Bretagne, les positions britanniques en Afrique du Nord paraissaient très menacées. Le général anglais Percival Wavell commandait 40 000 hommes issus des Dominions qui étaient menacés par 200 000 soldats italiens en Libye et 250 000 au sud de l'Éthiopie et de la Somalie. Les forces de l'Axe espéraient qu'une campagne en Afrique du Nord couronnée de succès leur permettrait de frapper ensuite les champs de pétrole du Moyen-Orient, coupant ainsi les approvisionnements des Alliés en pétrole au bénéfice de leur propre industrie militaire.
En dépit des combats dans le ciel de l'Angleterre, Churchill avait courageusement envoyé ses troupes pour défendre l'Égypte. Le 9 décembre, 30 000 soldats sous le commandement du général Richard O'Connor furent envoyés pour reprendre Sidi Barrani, à 100 km à l'intérieur du territoire égyptien. Le 15 décembre 1940, les troupes italiennes avaient été totalement repoussées hors du pays et début 1941, O'Connor transforma ce raid à grande échelle en invasion de la Libye. Les Alliés espéraient que la prise de contrôle de l'Afrique du Nord serait un pas de plus pour la création d'un second front contre les puissances de l'Axe en Europe, mais Hitler et ses généraux portèrent leur attention sur la mer Méditerranée. Les opérations en Afrique du Nord dépendaient des approvisionnements qui se faisaient par mer. Si les forces de l'Axe parvenaient à bloquer les routes maritimes, les conséquences seraient désastreuses. Elles contrôlaient déjà la plupart des ports de l'Afrique du Nord. Après la chute de la France, elles avaient mis la main sur les ports du Maroc, sur Oran en Algérie, Tunis en Tunisie. Les Italiens avaient également le contrôle de Tripoli et de Benghazi en Libye. Tout ce qu'il restait aux Alliés, c'était le canal de Suez en Égypte et les terres précieuses de Gibraltar et de Malte, d'une importance vitale pour permettre le succès des Alliés. Les forces de l'Axe étaient bien conscientes de cette importance stratégique, mais Hitler rencontrait de nouvelles difficultés pour soustraire ces îles à la mainmise alliée. Il avait demandé au dictateur espagnol Franco de lui permettre d'utiliser son territoire pour lancer ses attaques, mais tant que Franco restait réticent à choisir son camp, pour l'instant Gibraltar il à Mussolini. Il enverrait des renforts depuis l'Allemagne aussitôt que possible pour les aider à défendre la Libye contre les troupes de O'Connor. Alors même que les leaders de l'Axe discutaient de leur stratégie militaire, les troupes britanniques se rassemblaient autour de Tobrouk. Au matin du 21 janvier, profitant de l'obscurité, un violent assaut fut lancé. Et rapidement, les bataillons de O'Connor enfonçaient les lignes de défense. Avec force grenades, tanks et artillerie, les troupes britanniques repoussèrent les unités italiennes qui défendaient la ville. En moins de 24 heures, la ville avait été prise. En dépit de l'ordre insistant de Mussolini, annonçant que la reddition n'était pas une option possible, les troupes italiennes n'avaient plus d'autre choix que de déposer les armes. La campagne dans le désert occidental continuait et il semblait que rien ne pourrait stopper l'avance de O'Connor. Le 30 janvier, les Alliés s'emparaient de Derna, à 160 km à l'ouest de Tobrouk. Puis, le 7 février, la 10e armée italienne en retraite fut coupée en deux et écrasée lors de la bataille de Bedafom. La deuxième plus grande ville de Libye, Benghazi, tombait aux mains alliées et les Anglais capturèrent 130 000 Italiens. La 10e armée de Mussolini cessait d'exister. La route vers Tripoli était ouverte et la fin de la domination des Italiens en Afrique du Nord était proche. Le 9 février, les troupes italiennes restantes reculèrent vers El Agheila. Le général Graziani envoya un message à Rome évoquant son épuisement nerveux et demandant à Mussolini de le relever de son commandement. 2 jours plus tard, il partait pour l'Italie, alors que les Alliés célébraient leur victoire. Louant les exploits accomplis dans le désert occidental, le secrétaire d'État Anthony Eden, paraphrasant les mots que Churchill avait employés après la bataille d'Angleterre, déclara « Jamais un si grand nombre de soldats ne fut encerclé par si peu ». En 2 mois, O'Connor, qui allait être anobli pour ses exploits, avait conduit ses troupes sur plus de 1200 km, détruisant une armée italienne de 10 divisions et ne perdant que 500 hommes. La campagne dans le désert occidental avait été un grand succès, mais en Angleterre, la situation politique était délicate. Churchill devait à nouveau faire face à un cruel dilemme. La guerre entre Mussolini et la Grèce continuait. Or, l'Angleterre avait signé un accord avec la Grèce en avril 1939. Les Grecs luttaient toujours contre les troupes italiennes, compte-gouttes. L'hostilité grandissait.
Molotov se posait beaucoup de questions. Hitler parvint à masquer ses projets en persuadant les Russes que les troupes allemandes qui arrivaient en Roumanie n'étaient là que pour être hors de portée de l'aviation britannique. Détourner l'attention des Soviétiques devint rapidement la dernière des préoccupations d'Hitler. En effet, les activités de son allié italien, Benito Mussolini, menaçaient de saper ses plans d'offensive de printemps et risquaient de l'obliger à retarder l'offensive de plusieurs mois. Mussolini était devenu très jaloux des succès de son partenaire, dont les troupes occupaient l'Europe, de la Pologne à la Norvège. Lorsqu'il apprit que les Allemands occupaient en plus les champs pétrolifères de Roumanie, il devint furieux. Pour Mussolini, c'était un ancrage en Europe du Sud-Est, une zone que l'Italie réclamait comme relevant de sa sphère d'influence exclusive. Il était très désireux de connaître enfin le plaisir d'étendre le territoire italien, tout comme les Allemands l'avaient fait. Et si Hitler devait posséder des territoires de l'Atlantique à l'Oural, lui devait dominer la Méditerranée et tous les territoires qui l'entouraient. Contre l'avis même de ses chefs d'état-major et sans en informer l'Allemagne, car il savait qu'Hitler y était opposé, le 28 octobre 1940, Mussolini envahit la Grèce et le sud de la péninsule des Balkans fut plongé dans le chaos. La zone d'attente paisible des troupes hitlériennes devenait une zone de bataille. Envahir le berceau de la démocratie n'était pas une mission aussi facile que Mussolini l'escomptait. Les Grecs se battaient avec beaucoup de courage, si bien qu'à la 3e semaine de novembre, il ne restait plus un seul soldat italien sur le sol grec. Les troupes grecques avancèrent jusqu'à l'Albanie occupée, et le rêve d'une victoire pour l'Empire italien se transforma en humiliation pour le Duce. En janvier 1941, les belligérants étaient dans l'impasse. L'esprit combatif des soldats grecs suscitait l'admiration, et Hitler s'inquiétait que les Alliés ne leur viennent en aide et pénètrent dans les Balkans. Une telle intervention serait désastreuse pour les préparatifs de l'invasion de l'Union soviétique. Hitler savait qu'il allait devoir rapidement intervenir dans le conflit avec la Grèce. Les sujets de préoccupation ne manquaient pas. Les troupes de Mussolini étaient non seulement menacées dans les Balkans, mais aussi en Afrique. Les troupes occupaient l'Europe, de la Pologne à la Norvège. Lorsqu'il apprit que les Allemands occupaient en plus les champs pétrolifères de Roumanie, il devint furieux. Pour Mussolini, c'était un ancrage en Europe du Sud-Est, une zone que l'Italie réclamait comme relevant de sa sphère d'influence exclusive. Il était très désireux de connaître enfin le plaisir d'étendre le territoire italien, tout comme les Allemands l'avaient fait. Et si Hitler devait posséder des territoires de l'Atlantique à l'Oural, lui devait dominer la Méditerranée et tous les territoires qui l'entouraient. Contre l'avis même de ses chefs d'état-major et sans en informer l'Allemagne, car il savait qu'Hitler y était opposé, le 28 octobre 1940, Mussolini envahit la Grèce et le sud de la péninsule des Balkans fut plongé dans le chaos. La zone d'attente paisible des troupes hitlériennes devenait une zone de bataille. Envahir le berceau de la démocratie n'était pas une mission aussi facile que Mussolini l'escomptait. Les Grecs se battaient avec beaucoup de courage, si bien qu'à la 3e semaine de novembre, il ne restait plus un seul soldat italien sur le sol grec. Les troupes grecques avancèrent jusqu'à l'Albanie occupée, et le rêve d'une victoire pour l'Empire italien se transforma en humiliation pour le Duce. En janvier 1941, les belligérants étaient dans l'impasse. L'esprit combatif des soldats grecs suscitait l'admiration, et Hitler s'inquiétait que les Alliés ne leur viennent en aide et pénètrent dans les Balkans. Une telle intervention serait désastreuse pour les préparatifs de l'invasion de l'Union soviétique. Hitler savait qu'il allait devoir rapidement intervenir dans le conflit avec la Grèce.
Les sujets de préoccupation ne manquaient pas. Les troupes de Mussolini étaient non seulement menacées dans les Balkans, mais aussi en Afrique. Quand l'Italie avait déclaré la guerre le 10 juin 1940 contre la France et la Grande-Bretagne, les positions britanniques en Afrique du Nord paraissaient très menacées. Le général anglais Percival Wavell commandait 40 000 hommes issus des Dominions qui étaient menacés par 200 000 soldats italiens en Libye et 250 000 au sud de l'Éthiopie et de la Somalie. Les forces de l'Axe espéraient qu'une campagne en Afrique du Nord couronnée de succès leur permettrait de frapper ensuite les champs de pétrole du Moyen-Orient, coupant ainsi les approvisionnements des Alliés en pétrole au bénéfice de leur propre industrie militaire. « 1940 s'achevait depuis quelques heures à peine, mais l'aube de 1941 était saluée par toutes les sirènes britanniques. Le ciel bourdonnait du ronflement des avions de la Luftwaffe d'Adolf Hitler. Volant en formation vers le cœur de Londres, ils allaient lancer la plus violente attaque aérienne que cette guerre ait alors connue, poursuivant la campagne menée par les Allemands pour saper le moral des Britanniques. Les bombes pleuvaient sans discontinuer sur les rues et les immeubles. Les sombres allées et les passages tortueux de Londres se trouvèrent illuminés par un feu si violent qu'il fut surnommé le second incendie de Londres, en référence au grand incendie de 1666. Les pompiers luttaient dans un air saturé de fumée, tentant désespérément d'étouffer l'incendie qui ravageait la ville. Pendant ce temps, en dessous, dans leurs abris et dans les stations de métro, les civils tremblaient de peur, espérant et priant pour survivre une nuit de plus au Blitz. Depuis l'été 1940, le peuple britannique souffrait des terrifiantes attaques aériennes. Le bilan ne cessait de s'alourdir. Il était tragiquement évident qu'un plus grand nombre de civils que de soldats étaient tombés, victimes des ravages de la guerre. Au premier jour de 1941, la poussière retombant tout juste, les familles tentaient de retrouver leur chemin dans les ruines. Il n'était pas surprenant de constater que les Anglais se sentaient plus seuls que jamais dans leur combat contre les forces de l'Axe. L'année précédente, la France était tombée aux mains de l'Allemagne nazie et une grande partie de l'Europe était désormais occupée par les troupes d'Hitler. Celle de Mussolini continuait de combattre les soldats anglais et ceux du Commonwealth dans le désert africain. Les avions et les sous-marins allemands régnaient sur la Méditerranée et l'océan Atlantique. Cependant, en 1941, les premières fissures allaient apparaître dans les alliances forgées autour d'Hitler. En revanche, les liens entre ceux qui combattaient du côté allié se resserraient. À l'inverse, qui s'étendait des Balkans à l'Europe centrale, était jusqu'alors indécis quant à son allégeance. Le régent, le prince Paul de Yougoslavie, avait hésité à suivre les exemples roumains et bulgares et à rejoindre le pacte tripartite. Il fut sommé par l'Angleterre et les États-Unis de résister à la pression allemande et d'attaquer les Italiens en Albanie. À la suite de la Première Guerre mondiale et du traité de Versailles, la Yougoslavie était devenue une amie de la France. C'était une pièce importante de l'échiquier dans le maintien de la paix dans les Balkans. Après la chute de la France en 1940, la Yougoslavie se retrouvait seule, entourée de pays faisant partie des puissances de l'Axe. Le 4 mars 1941, le prince Paul de Yougoslavie rencontra Hitler
et annonça qu'il allait signer le pacte à la condition que son pays n'ait pas à combattre pour l'Axe et que les troupes allemandes ne transitent pas par la Yougoslavie. Les négociations allaient durer des semaines et le futur de la Yougoslavie s'annonçait incertain. Les forces de l'Axe étendaient leur hégémonie en Europe et au-delà. Adolf Hitler, tout en maintenant la pression sur les États balkaniques, maintenait le contact avec ses alliés japonais. Le 5 mars, Hitler publia sa directive 24, coopération avec le Japon, espérant persuader ce pays d'entrer en action en Extrême-Orient aussitôt que possible afin d'occuper les armées britanniques. Le Japon était alors engagé dans un conflit long et brutal avec la Chine et avait déjà utilisé la faiblesse des positions des empires occidentaux à son avantage. En 1940, Tokyo exigea que l'Indochine française ferme les quelques routes utilisées pour acheminer de l'aide à la Chine. La même année, ils avaient aussi demandé au gouvernement britannique de fermer la route de Birmanie qui allait du territoire tenu par les Anglais jusqu'à la cité de Kunming. Il y eut bien des invectives à la Chambre des communes lorsque le Premier ministre Winston Churchill accéda à la demande des Japonais. Mais la Grande-Bretagne était dans une position si vulnérable que Churchill ne pouvait pas prendre une autre décision. La plupart des colonies les plus importantes de l'Angleterre étaient en Extrême-Orient, dont Hong Kong et surtout Singapour, qui était considéré comme les forces de l'Axe pouvaient célébrer la mise hors de combat de l'Illustrious, mais en Afrique, il y avait moins de raisons de sabler le champagne. O'Connor avançait de plus en plus profondément en territoire ennemi, se dirigeant vers le port de Tobrouk. Les Italiens étaient doucement en train de perdre pied. En Afrique de l'Est, les Anglais effectuaient une contre-offensive contre les Italiens en Érythrée et au Soudan. Les rêves d'empire de Mussolini s'évanouissaient. Le 18 janvier, il alla, le visage sombre, rencontrer Hitler dans sa résidence du Berghof. Dans le magnifique décor des Alpes bavaroises, les deux dictateurs avaient beaucoup de sujets à aborder. Mussolini était visiblement inquiet de la situation qui se détériorait en Afrique. Adolf Hitler fut catégorique, les Italiens devaient continuer à se battre et tenir leur territoire. Par-dessus tout, le Führer redoutait que si les Alliés battaient les armées italiennes en Afrique, les troupes britanniques soient alors libres d'intervenir ailleurs, donc en Grèce, dangereusement proche des précieux champs de pétrole roumains. Tripoli ne devait pas tomber, dit-il à Mussolini. Il enverrait des renforts depuis l'Allemagne aussitôt que possible pour les aider à défendre la Libye contre les troupes de O'Connor. Alors même que les leaders de l'Axe discutaient de leur stratégie militaire, les troupes britanniques se rassemblaient autour de Tobrouk. Au matin du 21 janvier, profitant de l'obscurité, un violent assaut fut lancé. Et rapidement, les bataillons de O'Connor enfonçaient les lignes de défense. Avec force grenades, tanks et artillerie, les troupes britanniques repoussèrent les unités italiennes qui défendaient la ville. En moins de 24 heures, la ville avait été prise. En dépit de l'ordre insistant de Mussolini, annonçant que la reddition n'était pas une option possible, les troupes italiennes n'avaient plus d'autre choix que de déposer les armes. La campagne dans le désert occidental continuait et il semblait que rien ne pourrait stopper l'avance de O'Connor. Le 30 janvier, les Alliés s'emparaient de Derna, à 160 km à l'ouest de Tobrouk. Puis, le 7 février, la 10e armée italienne en retraite fut coupée en deux et écrasée lors de la bataille de Bedafom. La deuxième plus grande ville de Libye, Benghazi, tombait aux mains alliées et les Anglais capturèrent 130 000 Italiens. Le territoire italien, tout comme les Allemands l'avaient fait,
Et si Hitler devait posséder des territoires de l'Atlantique à l'Oural, lui devait dominer la Méditerranée et tous les territoires qui l'entouraient. Contre l'avis même de ses chefs d'état-major et sans en informer l'Allemagne, car il savait qu'Hitler y était opposé, le 28 octobre 1940, Mussolini envahit la Grèce et le sud de la péninsule des Balkans fut plongé dans le chaos. La zone d'attente paisible des troupes hitlériennes devenait une zone de bataille. Envahir le berceau de la démocratie n'était pas une mission aussi facile que Mussolini l'escomptait. Les Grecs se battaient avec beaucoup de courage, si bien qu'à la 3e semaine de novembre, il ne restait plus un seul soldat italien sur le sol grec. Les troupes grecques avancèrent jusqu'à l'Albanie occupée, et le rêve d'une victoire pour l'Empire italien se transforma en humiliation pour le Duce. En janvier 1941, les belligérants étaient dans l'impasse. L'esprit combatif des soldats grecs suscitait l'admiration, et Hitler s'inquiétait que les Alliés ne leur viennent en aide et pénètrent dans les Balkans. Une telle intervention serait désastreuse pour les préparatifs de l'invasion de l'Union soviétique. Hitler savait qu'il allait devoir rapidement intervenir dans le conflit avec la Grèce. Les sujets de préoccupation ne manquaient pas. Les troupes de Mussolini étaient non seulement menacées dans les Balkans, mais aussi en Afrique. Quand l'Italie avait déclaré la guerre le 10 juin 1940 contre la France et la Grande-Bretagne, les positions britanniques en Afrique du Nord paraissaient très menacées. Le général anglais Percival Wavell commandait 40 000 hommes issus des Dominions qui étaient menacés par 200 000 soldats italiens en Libye et 250 000 au sud de l'Éthiopie et de la Somalie. Les forces de l'Axe espéraient qu'une campagne en Afrique du Nord couronnée de succès leur permettrait de frapper ensuite les champs de pétrole du Moyen-Orient, coupant ainsi les approvisionnements des Alliés en pétrole au bénéfice de leur propre industrie militaire. En dépit des combats dans le ciel de l'Angleterre, Churchill avait courageusement envoyé ses troupes pour défendre l'Égypte. Le 9 décembre, 30 000... « 1940 s'achevait depuis quelques heures à peine, mais l'aube de 1941 était saluée par toutes les sirènes britanniques. Le ciel bourdonnait du ronflement des avions de la Luftwaffe d'Adolf Hitler. Volant en formation vers le cœur de Londres, ils allaient lancer la plus violente attaque aérienne que cette guerre ait alors connue, poursuivant la campagne menée par les Allemands pour saper le moral des Britanniques. Les bombes pleuvaient sans discontinuer sur les rues et les immeubles. Les sombres allées et les passages tortueux de Londres
se trouvèrent illuminés par un feu si violent qu'il fut surnommé le second incendie de Londres, en référence au grand incendie de 1666. Les pompiers luttaient dans un air saturé de fumée, tentant désespérément d'étouffer l'incendie qui ravageait la ville. Pendant ce temps, en dessous, dans leurs abris et dans les stations de métro, les civils tremblaient de peur, espérant et priant pour survivre une nuit de plus au Blitz. Depuis l'été 1940, le peuple britannique souffrait des terrifiantes attaques aériennes. Le bilan ne cessait de s'alourdir. Il était tragiquement évident qu'un plus grand nombre de civils que de soldats étaient tombés, victimes des ravages de la guerre. Au premier jour de 1941, la poussière retombant tout juste, de sujets à aborder. Mussolini était visiblement inquiet de la situation qui se détériorait en Afrique. Adolf Hitler fut catégorique, les Italiens devaient continuer à se battre et tenir leur territoire. Par-dessus tout, le Führer redoutait que si les Alliés battaient les armées italiennes en Afrique, les troupes britanniques soient alors libres d'intervenir ailleurs, donc en Grèce, dangereusement proche des précieux champs de pétrole roumains. Tripoli ne devait pas tomber, dit-il à Mussolini. Il enverrait des renforts depuis l'Allemagne aussitôt que possible pour les aider à défendre la Libye contre les troupes de O'Connor. Alors même que les leaders de l'Axe discutaient de leur stratégie militaire, les troupes britanniques se rassemblaient autour de Tobrouk. Au matin du 21 janvier, profitant de l'obscurité, un violent assaut fut lancé. Et rapidement, les bataillons de O'Connor enfonçaient les lignes de défense. Avec force grenades, tanks et artillerie, les troupes britanniques repoussèrent les unités italiennes qui défendaient la ville. En moins de 24 heures, la ville avait été prise. En dépit de l'ordre insistant de Mussolini, annonçant que la reddition n'était pas une option possible, les troupes italiennes n'avaient plus d'autre choix que de déposer les armes. La campagne dans le désert occidental continuait et il semblait que rien ne pourrait stopper l'avance de O'Connor. Le 30 janvier, les Alliés s'emparaient de Derna, à 160 km à l'ouest de Tobrouk. Puis, le 7 février, la 10e armée italienne en retraite fut coupée en deux et écrasée lors de la bataille de Bedafom. La deuxième plus grande ville de Libye, Benghazi, tombait aux mains alliées et les Anglais capturèrent 130 000 Italiens. La 10e armée de Mussolini cessait d'exister. La route vers Tripoli était ouverte et la fin de la domination des Italiens en Afrique du Nord était proche. Le 9 février, les troupes italiennes restantes reculèrent vers El Agheila. Le général Graziani envoya un message à Rome évoquant son épuisement nerveux et demandant à Mussolini de le relever de son commandement. 2 jours plus tard, il partait pour l'Italie, alors que les Alliés célébraient leur victoire. Louant les exploits accomplis dans le désert occidental, le secrétaire d'État Anthony Eden, paraphrasant les mots que Churchill avait employés après la bataille d'Angleterre, déclara « Jamais un si grand nombre de soldats ne fut encerclé par si peu ». En 2 mois, O'Connor, qui allait être anobli